J'ai subi quelque chose que je n'aurais pas dû subir et en plus, j'ai fait en sorte de le subir. J'étais fanatique. Tu n'as le droit d'avoir des rapports intimes qu'avec Raël et les extraterrestres quand ils viendront sur Terre. On est arrivé dans ce qui me servait de chambre et j'ai passé la nuit la plus horrible de ma vie et le lendemain, je me suis enfuie. La plus grande prison de chaque être humain, c'est son cerveau. Et moi, j'aurais pu mourir, j'aurais pu voler, j'aurais pu tuer pour lui. Bonjour à tous et bienvenue dans Tous Wonder, le média qui parle de votre point de bascule. Aujourd'hui, on reçoit Lydia Adjara. Elle est l'auteure de J'étais son esclave chez City. Pendant 20 ans, Lydia a fait partie d'une secte. Elle a été endoctrinée par Raël. Elle est même devenue, vous allez le voir, vous allez l'entendre, son esclave sexuelle. Elle s'en est sortie il y a 17 ans et si elle témoigne aujourd'hui, c'est pour aider des jeunes hommes, des jeunes femmes à ne pas vivre ce qu'elle a vécu. Elle va nous parler d'emprise et de comment on arrive à se défaire de cette emprise. Son témoignage est dur, son témoignage est fort et je vous préviens, il n'est pas destiné aux plus jeunes oreilles. Tous Wonder, c'est tous les mardis. Vous nous retrouvez sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être informé dès qu'un épisode est diffusé. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon et Apple. Vous pouvez donc nous écouter un peu partout et un peu tout le temps. Merci à vous et merci aussi à notre sponsor Sumeria. C'est qui Sumeria? C'est la même équipe que Lydia, cette application qui permet de s'envoyer de l'argent quand on participe à un cadeau commun par exemple. Et ben Sumeria, c'est un compte courant, mais, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est un compte courant rémunéré. Ça n'existait pas en France et on en avait sacrément besoin parce que votre argent génère de l'argent et ça met du beurre dans les épinards. Merci donc à Sumeria. Tous Wonder, c'est maintenant avec Lydia Adjara, esclave sexuelle de Raël. Lydia, merci beaucoup d'être avec nous. Dans Tous Wonder, on commence toujours par un point de bascule. On va ensuite dérouler le fil, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre le jour où t'as réalisé que t'étais endoctrinée dans une secte et t'as eu un point de bascule. Ça va être ta dernière soirée, ta dernière nuit. On est en octobre 2007, t'as 25 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment ? Alors, ce moment-là, je suis au restaurant avec plein de femmes qui sont des anges, comme moi, et le gourou, Raël. Et dans la journée, j'ai été à une seule réunion au lieu de 2. Donc forcément, j'ai été punie. Et donc on arrive au restaurant, Raël me met sur le côté, et puis j'ai honte parce que je l'ai déçu. Parce que j'ai pas eu le comportement qu'il fallait. Donc du coup, une serveuse arrive, une serveuse totalement lambda que je ne pourrais pas reconnaître aujourd'hui d'ailleurs, et qui a un regard un petit peu moqueur, mais aussi qui a de la peine un peu pour nous. Je sais pas, les fils dans mon cerveau, tu vois, ils sont touchés. Il y a eu une espèce de truc viscéral où j'ai reconnecté. Mais un truc de fou. Je me suis connectée tout court parce que en fait, c'était ma première connexion à la réalité. Moi, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui, tu vois. Ça a été horrible, j'ai vomi, j'étais blanche parce que moi, je réagis beaucoup physiquement. Et il remarque que je vais pas bien. Donc, je vais aux toilettes, je vomis, je m'assois à côté de lui parce qu'il me demande. Il m'offre un dessert. Il m'a jamais rien offert, Raël. C'est la première fois. Je l'ai jamais vu sortir d'argent. Il m'offre un dessert. Je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris qu'il se passait un truc. Et là, forcément, on passe notre dernier morceau de nuit ensemble. En fait, il te dit, on va faire dodo ensemble. On va faire dodo ensemble. Sous-entendu, ce soir, tu vas pas dormir, quoi. C'était ça, il avait tu sais, ce regard que maintenant je vois et que j'ai vu pour la première fois ce soir-là. T'es tétanisée, mais tu sais pas dire non. Parce que vraiment, au-delà de ne pas me l'autoriser, je ne savais pas le faire. Donc, on est arrivé dans ce qui me servait de chambre. Et j'ai passé la nuit la plus horrible de ma vie. Parce que c'est la seule nuit où je n'ai pas dissocié mon corps. Où j'étais consciente qu'on abusait de moi, où j'étais là, les jambes écartées avec une fourchette dans le sexe, donc forcément, c'était pas comme avant. Mais il t'a mis une fourchette dans le vagin, pourquoi ? En fait, là, il l'avait déjà fait une première fois, c'était pour que je lui prouve que j'étais complètement dévouée, ma dévotion, et puis la dernière, c'était pour pas que j'oublie, je pense, parce qu'il savait que j'allais m'en aller. Je pense qu'il le savait, et que il avait besoin que je me rappelle de lui tout le temps. D'ailleurs, quand il a quitté la chambre, il m'a dit
que je me rappellerai de lui toute ma vie et que j'étais très belle. Dans le livre, tu dis, parce que je me souviens de cette phrase, il s'est retourné et il t'a dit, tu m'oublieras jamais, tu es marqué comme un animal. Ah, c'est ça qu'il t'a dit? Mais complètement. Vous savez, quand je dis vous, je parle à tout le monde. Hein. Tu sais, quand quelqu'un a une emprise sur toi, c'est comme quand tu dresses un animal. Quand l'animal, il a un maître. Et ben moi, c'était mon maître. Donc il m'a marqué au fer rouge, non seulement physiquement, mais surtout là-dedans. Et c'est ça qui est le plus dur à réparer. Donc, et là, ça a été le point de bascule, et j'ai pété un plomb. Et le lendemain, je me suis enfuie. T'as réussi à t'enfuir? Ouais, je pense que c'était pour moi vital. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver cette force. Tu vois ce que je veux dire? Même aujourd'hui, hein, des années et des années après, je sais pas comment j'ai fait pour se dire, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que c'est la vie, je quitte un truc qui est une évidence pour moi, et je sais pas. Mais ça a été le point de bascule d'une nouvelle vie. Hyper dur, ouais. Mais nécessaire. On va revenir après à cette nouvelle vie, mais pour bien comprendre, peut-être revenons au point de départ. Tu arrives dans cette secte quand tu as 4 ans. Tu suis ta mère, en fait, hein, parce que t'as pas d'autre choix que de la suivre. Pour bien comprendre, donc c'est un mouvement sectaire hein, depuis 95, si je me trompe pas, en France. C'est Claude Vorillon qui a créé cette secte. Il se fait appeler Raël. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les principes pour qu'on comprenne bien et qu'on pose les bases? Donc, il a eu une petite errance professionnelle et puis à un moment, il s'est dit, je vais monter un mouvement, une secte. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, le mouvement raélien, donc effectivement, ça a été créé par un Français, Raël, qui dit avoir été contacté par des extraterrestres qui s'appellent les Elohim. Donc les Elohim en hébreu veulent dire ceux qui sont venus sur Terre. Donc c'est un pluriel. C'est au pluriel et au singulier c'est Eloah. Donc il dit qu'il les a rencontrés au Puy de la Sola, qui sont venus avec leur soucoupe volante, que lui il a eu une inspiration pour aller ce jour-là dans ces cratères-là, qu'il a rencontré Yahvé, donc Dieu, son papa. Ah, parce que donc c'est le fils de Dieu. C'est un prophète, le demi-frère de Jésus, donc le fils de Dieu. Le principe du mouvement raélien, c'est de créer une ambassade sur un pays neutre, sur une terre neutre, pour créer ces gens-là qui sont les Elohim, ceux qui nous ont créés en laboratoire avec 25 000 ans d'avance sur nous, pour dire à l'humanité que ce sont des gens qui veulent la paix, ce sont des gens pleins d'amour, et arrêter d'avoir des croyances telles que le christianisme ou d'être musulman ou bouddhiste. Vraiment leur ouvrir la porte dans la sérénité pour qu'ils viennent sur Terre. Ça, c'est la base du mouvement raélien. C'est la croyance des Raéliens, qu'on a été créé par des extraterrestres et qu'on va les accueillir sur Terre. C'est ça le mouvement raélien à la base. C'est en ça que les gens croient. Après, il y a tout ce qui est hygiène de vie. Les Raéliens... Il faut prendre soin de soi. Il faut prendre énormément soin de soi. Il faut être connecté à soi. Il faut prendre soin des gens. Parce que les Elohim sont des êtres pleins d'amour, puisqu'ils nous ont créés. Eh ben, on se doit d'être plein d'amour et de bienveillance. Donc, à la base, c'est un farfelu, même ouf, mais c'est pas mauvais. Et elle est là, la nuance. Elle est là dans le truc où tu te dis, ben ouais, c'est cool, quoi. Tu vois. En fait, c'est toute tu vas nous le raconter, mais c'est toute l'emprise, en fait. C'est ça. En fait, c'est pas violent, à la base. Ben non, je t'assure que tu passes 3 jours avec des Raéliens sans savoir que c'est des Raéliens, tu te dis, mais ça va devenir mes potes. Ah ouais. Mais complètement, parce que tu sais, t'arrives dans un monde où tout est doux. Tout est doux. Même la manière dont on va te dire bonjour, c'est doux. D'ailleurs, toi, on t'appelait d'une façon particulière, non? On m'appelait Lydia Amour. Ouais. Donc, Lydia Amour. Mais ça, c'est Raël qui m'avait renommée comme ça. Et puis après, j'ai été appelée Aïcha. Aïe pour intelligence artificielle, parce qu'ils sont très, très scientifiques, les Raéliens. Et Chat, parce qu'apparemment, je retombe toujours sur mes pattes. Raël disait ça de moi. Donc, oui, c'est toujours plein d'amour, mais c'est en apparence. Bah, évidemment. C'est pas la vraie vie. On va y venir, mais ce que tu racontes, ça paraît dingue. Les extraterrestres, une ambassade qui d'ailleurs n'a jamais été non, elle est censée, si ma mémoire est bonne, normalement d'ici 2033. D'accord, donc il a le temps. Juste pour bien
comprendre, c'est farfelu. Néanmoins, il y a beaucoup d'adeptes. Est-ce qu'on arrive à savoir le nombre d'adeptes à peu près qu'il a aujourd'hui? Alors, à peu pour qu'on près, comprenne l'ampleur. alors, à peu près, c'est 120-25 000 personnes sur la planète, sur chaque continent. Mais il faut savoir que moi, ce que j'ai vécu chez les Raéliens, c'est qu'il y a des Raéliens qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. C'est tellement ouvert, tu peux tellement partir quand tu veux, que à un moment, ça te va pas, tu fais un écart et puis tu reviens. D'ailleurs, tu dis c'est une prison sans mur et sans serrure. Mais complètement, parce que la prison, elle est dans ta tête. Et je pense que, mais même dans la vie sans être raélien, la plus grande prison de chaque être humain, c'est son cerveau. Parce que moi, je pouvais partir quand je voulais. Je pouvais dire non. Mais là-dedans, c'était inconcevable. Je pensais même pas à le dire. Parce que même si j'imaginais que je puisse le dire, je me disais, mais meuf, je parle comme ça dans la vie, donc je parle comme ça avec toi. Vas-y, bien sûr. Mais meuf, t'es qui pour te permettre de pouvoir penser que tu peux dire non? Donc les portes sont grandes ouvertes. Personne ne m'a jamais obligée à rester. C'est ta mère qui te fait rentrer dans la secte? Ouais. D'ailleurs, tu dis ma génitrice, pourquoi? Parce que elle m'a mis au monde, elle m'a aimée à sa manière. Je peux pas dire qu'elle m'a pas aimée. Je pense même que, aujourd'hui, je pense qu'elle m'aime un peu moins vu tout ça, mais elle m'a aimée à sa manière avec ses failles à elle. Mais elle ne m'a pas mis dans la vie dans des bonnes conditions, donc elle n'a pas fait son rôle de maman. Elle m'a même mis en danger dans mon prisme à moi, mais dans son prisme à elle, elle m'a honorée. Elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait. Donc elle m'a mis au monde. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Dans l'enfance, tes premiers contacts avec le mouvement raélien se passent à l'Éden. Et donc l'emprise, elle va commencer très tôt pour toi parce que ce lieu, l'Éden, est un lieu que tu perçois comme très positif. En tant qu'enfant, tu peux nous raconter ce que c'est? Alors l'Éden, c'est un camping qui se situait dans le sud de la France. Et tu vois, t'es déjà parti en colonie? Ouais, bien sûr. T'as retrouvé tes potes et tes copains. C'est génial. Et voilà. Ouais. Et quand t'as 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu vas à Éden et tu revois tes copains et tes copines. T'allais à l'école normalement et pendant les vacances, t'allais... C'est ça. En fait, les Raéliens, c'est pas une société fermée. C'est pas quelque chose de fermé. On a tous c'est marrant parce que je me rends compte que je parle encore comme si j'y étais. On a tous, tu vois. Ouais, ils ont. Ouais. Ils ont. C'est marrant. Ils ont une vie où, comme toi, tu travailles, tu vois, t'as des amis, tu fais du sport, et ponctuellement dans l'année, tu vois les Raéliens. Donc les week-ends, tu vas faire de la diffusion, des conférences, et puis t'as des stages Raéliens. Mais c'est ponctuel. Après, au quotidien, bien évidemment que tu vis à travers le mouvement raélien, mais si pendant 6 mois tu vois pas de Raéliens, c'est ok. C'est pas grave. Tu comprends, il faut travailler pour pouvoir lui donner de l'argent. Pour pouvoir déjà créer l'ambassade des extraterrestres, et qu'il ait, lui, un train de vie... Donc, tous les Raéliens travaillent. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes un pourcentage de tes revenus à Raël? Alors, tu donnes un pourcentage de tes revenus pour la construction de l'ambassade, donc au mouvement raélien. Elle est là, la nuisance, c'est 10% par an de ce que tu gagnes. Ok? Et ensuite, il y a les enveloppes. Moi, j'appelle ça des enveloppes parce que je l'ai vu, de mes yeux vus, que tu donnes à Raël pour son train de vie, tu comprends? Il faut qu'il travaille en business, qu'il voyage en business, qu'il dorme dans des hôtels de luxe. Il vit pas comme moi, quoi. C'est pas possible. Donc t'as vu des gens lui donner des Alors moi, enveloppes? j'ai vu pendant des stages. Alors j'étais la potiche, hein, comme beaucoup. J'étais à côté avec les couffins. Tu sais, les couffins pour bébé? Ouais. Ok. Et puis il autorisait les gens à avoir l'honneur de lui donner des enveloppes devant lui. Donc j'ai vu des queues avec des gens qui patientaient pour mettre dans ces couffins ou ces panières des enveloppes. Raël regardait les gens et les gens faisaient comme ça et l'autre passe et ça durait 1 heure, 2 heures et des couffins partaient. Je l'ai vu de mes yeux vus. Ouais. Donc voilà, ça c'est hors les 10%. Donc en fait, les gens qui donnaient de l'argent se sentaient honorés de donner. Mais bien sûr. Pour qu'on comprenne, il y a une organisation qui est particulière. Il y a les hommes et les femmes, hein, c'est ça? Alors non, pas tout à fait. Il y a une partie tout à fait pour les femmes qui s'appelle l'Ordre des Anges et il y a une autre partie qui est ouverte aux hommes et aux femmes et ça c'est la structure. Donc la structure, c'est en fonction de l'implication que tu as dans le mouvement raélien. Donc c'est par niveau 1 à Guy d'évêque, celui qui est en dessous de Raël. Donc plus tu es impliqué, plus tu montes, plus les échelons montent. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. Et il y a l'Ordre des Anges qui est uniquement ouvert aux femmes. Toutes les femmes, mais en fonction de leur apparence physique,
elles font partie d'une branche qui s'appelle les cordons dorés. L'ordre des anges, on a des petites plumes autour du cou, de couleur blanche ou de couleur rose. Couleur blanche, tu peux avoir des rapports intimes avec tout le monde. Ok ? Couleur rose, c'est moi ce que j'avais. Tu n'as le droit d'avoir des rapports intimes qu'avec Raël et les extraterrestres quand ils viendront sur Terre. Ça, c'est la couleur des plumes. Okay. Ensuite, il y a différents types de cordons. Il y a les cordons non colorés. Donc ça, c'est pour généralement les personnes un peu moins jolies. Donc elles ont une plume, 2 plumes, 3 plumes. Et les cordons dorés. Donc ça, ce sont les personnes qui peuvent être proches de lui, être à son service. Donc les cordons dorés, plumes blanches, elles peuvent avoir des rapports intimes avec lui, mais avec tout le monde. D'accord. Voilà, elles sont ouvertes à tous. Et moi, j'ai des cordons dorés, plumes roses. Donc moi, j'étais que pour lui et pour les Elohim quand ils viendront. Donc t'étais son esclave. Ben oui, sauf qu'à l'époque, j'étais honorée. Et elle est là la difficulté, d'accepter sans dire non. Tu vois, de dire j'ai subi quelque chose que je n'aurais pas dû subir, et en plus, j'ai fait en sorte de le subir. Cordon doré, plume rose, il y en avait que 5 dans le monde ? Sur la planète, il y en avait une par chaque continent, dont sa compagne de l'époque, ouais. Donc j'étais quand il était en Europe, c'était une des favorites en fait. On m'appelait une élue des Elohim. C'était le cordon doré, plume rose, j'étais une élue des Elohim. Et de faire l'amour avec les extraterrestres quand ils arrivent, enfin tu vois, dans la potentialité qu'ils arrivent sur Terre, ça t'effrayait pas ? Mais pas du tout. Parce que moi, j'ai été élevée de telle manière à ce qu'on me dise que ce soit des gens comme nous, pleins d'amour. Et c'était un honneur qu'ils m'aient choisi. Parce que quand moi, c'est Raël qui m'a demandé d'être plume rose cordon doré, j'ai pas fait ma demande. Donc moi, forcément, c'était un truc de fou. Et à travers les yeux de Raël, les Elohim m'ont choisi. Ah oui. Parce que c'est les Elohim et Raël qui choisissent les élus. Donc pour moi, c'était à l'époque, tu te sentais honorée. C'est assez intéressant parce que la sexualité est quand même très, très présente dans ce mouvement. Il y a aussi une sexualité qui est acceptée pour les enfants, c'est ça ? Alors à l'époque, quand Raël a sorti ses livres, il a écrit dans ses livres que la masturbation, il faut apprendre la masturbation à nos enfants, c'est un devoir de parents. Ok ? Donc, quand j'allais à Éden, tout le monde était tout nu. À la rigueur, ça... Il y en a de partout et tout. Sauf que c'était quand même assez malaisant. Attention, moi, je ne parle que pour moi, et c'est ce que j'ai ressenti. C'est ma perception des choses. C'était très malaisant parce que ça se touche, ça se caresse, ça... Et t'avais quel âge quand tu voyais ça ? Ah, j'ai commencé je pense que les premiers souvenirs où je vois des hommes et des femmes se toucher, j'ai peut-être 7-8 ans. Mais je pense que j'ai dû en avoir avant. Sauf que... Tu t'en souviens pas ? Je m'en souviens pas. Mais oui, c'est omniprésent. Moi, je l'ai vécu comme ça. Et puis, tu sais, quand tu vois que ça tique, quand moi, des fois, je tiquais, on me disait, mais, comme ça, excuse-moi, t'es pas une bonne raélienne. Il faut te remettre en question. La sexualité n'est pas un tabou. Ah ouais. Tout de suite. Et en fait, moi, j'ai été conditionnée, sans le savoir, forcément, à ce que ce soit ma normalité. Donc, quand alors quelqu'un qui arrive dans le mouvement, qui voit ça, qui dit waouh, c'est quelqu'un qui a un problème avec la sexualité, qui dit c'est la porte ouverte. Mais moi, c'était ma normalité. Ce qui est fou, c'est que quand je sortais du mouvement, pour moi, c'était les gens qui n'étaient pas normaux parce que ça se touchait pas. Bah, c'est ça. J'en rigole. Ouais. Ça m'évite de pleurer. Ouais. Mais c'était ma réalité. Mais pour moi, tout est insidieux, tout est ouvert à la sexualité, on t'amène ça très rapidement, c'est très très important, ça fait partie pour moi des socles du mouvement raélien, effectivement. Il y a eu quand même des scènes qui t'ont choqué, justement, à Éden, où t'as vu des adultes, en fait, t'aurais pas dû être là, Mais c'est ça, en fait, moi j'étais, il y avait des cours, donc nous les enfants, on n'assistait pas aux cours, et puis je passe devant un grand chapiteau qui s'appelait l'Olympe, et je suis une gamine, hein, donc j'ouvre le chapiteau, je regarde, et je vois un gloriole. Tu sais ce que c'est un gloriole ? Ouais. C'est un mur, un espèce de mur avec des trous, et je vois des sexes de ces trous, et puis les conjoints ou les personnes devaient sentir le sexe pour reconnaître le sexe, de savoir si de leur conjoint ou pas. Bref, je vois cette scène, donc je reste avec ça, mais je n'en parle pas. Parce que je ne sais pas si je peux en parler. J'ai aussi une fois un truc où j'ai les yeux bandés parce que Raël demande aux adultes de faire un exercice. Quand on est enfant, on reproduit ce que font les adultes. J'ai les yeux bandés, puis il y a une femme qui est allongée sur le sol. J'ai mis des années après à comprendre qu'en fait, je passais la main sur le corps et que là où c'était poilu, c'était son sexe. J'étais gamine, j'avais peut-être 10 ans.
y a plein de choses comme ça qui m'ont mis moi mal à l'aise, mais comme c'est la norme de tout le monde. Tu sais, l'effet de groupe. Bah, bien sûr. Bah, tu dis rien. Ouais, donc très tôt, j'ai été amenée à voir des choses. Et ta mère, elle t'a pas... Enfin, pour elle, c'était normal, quoi. Alors, comme elle a eu une éducation où la sexualité était complètement taboue, elle trouvait une certaine fierté à me dire « Mais non, ma fille, c'est normal. Mais non, ma fille... » Moi, une fois, j'ai été voir ma maman. Je me souviens, on était dans le salon. Je lui ai dit « Mais t'as déjà fait l'amour, maman ?» Elle m'a dit « Mais oui, mais toi aussi, tu vas le faire. » Moi, j'ai 2 enfants. Je parle avec eux. Mais c'est sain. C'est protège-toi, fais attention, ne te donne pas comme ça, sois sélective. Si tu n'as pas envie, tu dis non. Moi, c'est pas l'éducation que j'ai eue, c'est sain. Moi, ma maman, elle me disait, bon, bah, c'est bien, tu vas le faire, c'est génial. Mais elle avait pas conscience. Pour elle, c'était bien ce qu'elle faisait. C'est pour ça que quelque part, j'ai pas d'énergie à lui en vouloir. Ouais. Parce que pour elle... Et d'ailleurs, elle se sent valorisée parce que tu vas être repérée très tôt par elle, en fait. Mais complètement. Quand t'as 9 ans, il vient au bord de la piscine et qu'il me dit qu'on va être amené à se revoir plus tard parce qu'en gros, donc, je suis dès jolie. l'âge de 9 ans? Ouais, dès 9 ans. Alors, moi, je t'explique, c'est comme si j'avais vu Mickey, hein. Ouais. T'imagines, hein. J'étais folle de joie. Et puis, je vois que ma maman est contente quand les gens vont lui dire, oh, tu te rends compte, le prophète, il a approché ta fille. Bah ouais, c'est ma fille. Et puis après, quand j'ai grandi et que j'ai été de plus en plus proche de lui, que les gens allaient le voir en disant, merci pour ta fille, de ce qu'elle fait pour elle. Ah ouais. Tu vois, bah, elle se sentait exister. Dès l'âge de 10 ans, il te fait goûter un de ses plats. Ça, c'était un signal. Ouais, en fait, il y a beaucoup d'art dans le mouvement raélien, beaucoup de spectacles, qui est génial en soi. Hein. Et il m'invite à m'asseoir à côté de lui, et puis on mange, c'était le jeûne, tout ça, bref. Et puis il me dit, bah tiens, goûte mon plat. J'avais pas compris à l'époque, et moi j'étais flattée. Et en fait, j'ai compris plus tard qu'on goûtait ses plats pour voir s'il était pas empoisonné. Mais ça, j'ai pas compris. Parce qu'il le faisait, en fait, avec des femmes... Bien sûr, sauf que moi, j'étais là... Pour le coup, là, c'est le hasard, tu vois. J'étais là, goûte mon plat, nanana. Mais régulièrement, moi, j'ai goûté ces plats en étant plus grande. Et si c'était pas moi, c'était d'autres. Pour savoir si personne n'allait le tuer. Donc, t'étais prête... Enfin, enfant, tu t'en es pas rendu compte, mais ensuite, t'étais prête à te sacrifier pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, t'étais prête à... j'aurais pu mourir. Est-ce que tu savais pourquoi tu goûtais le plat? J'ai compris plus tard, vraiment plus tard, mais il me l'a jamais dit clairement. Mais après, j'ai la chance ou la malchance de pas être trop imbécile. Donc j'ai compris, mais j'aurais pu mourir pour lui. J'aurais pu, si quelqu'un m'avait dit, c'est où il vit et toi tu meurs de notre souffrance, je l'aurais fait. Ah ouais. Bah il allait sauver l'humanité. On était persuadés. Mais c'était ma raison de vivre. J'étais fanatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, là, je suis médiatisée, tu vois, je rencontre des gens où j'en parle avec mes potes, ils me disent, t'as rencontré telle personne. Je m'en fous. J'ai idolâtré et été fan de quelqu'un toute ma vie. Donc, aujourd'hui, on est tous les mêmes. Plus jamais j'aurais ce truc mais moi, j'aurais pu mourir, j'aurais pu voler pour lui, j'aurais pu tuer pour lui. J'étais sous son emprise. Et maintenant, tu te rends compte? Maintenant, je me rends compte. Mais c'est compliqué, tu sais. Parce que le truc qui est compliqué, c'est que j'avais des trucs en moi qui me disaient, quand même, c'est pas ouf, tu vois. Et tu t'écoutes pas, en fait. En fait, tu sentais un peu, quand même. Ouais, par contre, et je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée, tu vois. C'est que depuis toute petite, il y a toujours eu un truc en moi qui c'était pas ok. Je me l'autorisais pas, mais c'était en moi. Donc c'est aussi ça qui m'a permis, je pense, de pouvoir m'extraire plus facilement que d'autres. Ouais. Quand tu dis c'est pas ok, c'est intéressant. Raël t'a repéré. Dès l'âge de 13 ans, tu vas faire un stage qui va durer 15 jours. C'est interminable. C'est en Suisse, je crois, avec un homme qui s'appelle Christian. C'est un faux prénom. Oui, j'ai changé tous les prénoms. Christian est beaucoup plus âgé. Il a une 50aine d'années, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc cet homme de 50 ans va t'apprendre, toi qui as 13 ans, certaines pratiques pour un jour satisfaire Raël, c'est ça? C'est complètement ça. En fait, les stages se passaient en Suisse, Raël n'était pas présent. Et donc, ce monsieur a remplacé Raël parce que c'était un guide évêque dans la structure dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faisait nos cours, tout ça. Et c'était quoi les cours? Alors, il y avait une semaine sur l'éveil de soi, le bien-être personnel, et une semaine de stage de guide pour apprendre à diffuser le message des Elohim. Pour faire court, donc c'est vraiment la structure, tout ça.
Et à 13 ans, j'étais mignonne. J'ai pris une frappe depuis, hein, j'ai 43 ans. Ah, mais t'es toujours très belle, hein. Non, mais j'étais une jolie nana. Et puis ça percutait, on discutait. Et puis j'étais invitée à des repas le midi, donc on était 4. Et ça commence par une sieste. Et on te dit sournoisement, laisse-toi aller, tu sais, quand tu seras grande. Tu sais, parce qu'il a vu que je tiquais, parce que je voulais pas mettre son sexe dans ma bouche, parce que ça a commencé comme ça, par des fellations. T'avais 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans, ouais. Et il a vu que je tiquais, et il me dit, mais tu sais, quand tu devras t'occuper de Raël, tu seras honorée, tu sauras bien faire. Alors là où moi je me pose la question, c'est est-ce que c'est vraiment Raël qui lui a demandé? Je peux pas dire ça, je suis pas sûre. Ou est-ce que c'est lui qui s'est servi de proximité avec Raël et de l'emprise que Raël avait sur moi pour que je lui fasse plaisir? Là, je ne sais, je veux pas dire de bêtises, tu vois. Mais il s'est passé 15 jours tous les midis où j'avais son sexe dans ma bouche, ouais. C'est hallucinant. Et toi, en fait, il n'y avait pas d'adultes, enfin, il y avait d'autres adultes, enfin. Alors, en fait, on mangeait tous les midis à 4, donc il y avait une jeune fille, un autre guide, lui et moi, donc on mangeait, tout se passait bien, mais après, dans la chambre, on n'était que tous les deux. Comme à chaque fois que j'étais avec Raël, dans la chambre, on n'était que tous les deux. Et là, évidemment, on t'a pas appris à dire non, en fait, tu ne sais pas dire non. En fait, je n'y pense même pas. C'est là où c'est encore plus difficile, parce que tu sais, tu ne penses même pas à dire non. T'as pas envie, mais j'y pense même pas à dire non. En fait, c'est normal. Pour moi, c'est ok. On va m'aimer parce que je fais ça. Donc tout de suite, je me suis associée que l'amour qu'on pouvait me donner, c'est parce que j'étais une femme avec un corps que je pouvais donner. Que sans ça, j'étais incapable quand même. C'était pas possible de m'aimer si sexuellement, je n'étais pas active. Et tu me racontais que du coup c'était compliqué aussi au collège parce que tu l'as expliqué, vous n'êtes pas enfermés dans une ville ou dans un village. En fait, vous allez chacun vivre vos vies. Et donc toi ensuite tu es scolarisé dans un collège classique. Dans un collège lambda. Sauf que à 13 ans, tu crois que c'est normal de faire des fellations. On est d'accord, moi à 13 ans, je crois que c'est normal. Je crois que surtout que c'est comme ça qu'on va m'aimer. Donc j'arrive dans un collège où tout le monde sait que je suis la fille de la secte. Où c'est compliqué, où je mens parce que je veux exister, je veux avoir des copains, des copines, et puis je suis très aguicheuse, et puis je montre rapidement au garçon qu'il y a une porte ouverte, et puis pendant la récréation et le temps de midi, on va aux toilettes et je reproduis, sauf que ça me dessert parce que je suis la fille facile du collège. Je me souviens d'une fois, on avait une compétition en athlétisme, mais tout le collège, c'était un truc. Et puis, à un moment, je courais, tous les garçons sont assis et je passe et j'entends. Voilà. Mais j'en rigole, en fait. Mais ça te faisait pas de peine, sur le coup? Non, parce que moi, on m'a appris que les gens qui me jugent, les pauvres, ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont pas la vérité que moi j'ai. Donc, j'ai eu une période de ma vie où j'étais hyper hautaine, en fait. Moi, j'ai la vérité. Je suce les garçons dans les toilettes, mais c'est moi, c'est vous le problème. Donc ça a fait mal après, en fait. Sur le moment, c'était compliqué un petit peu, mais pas plus que ça. Ouais, mais tu sais, c'est quand tu conscientises les choses. Ouais. C'est le second effet qui se coule, en fait. C'est des années après. Et là, tu dis que est-ce que tu t'es déjà dissociée? Est-ce que ça commence dès l'adolescence, en fait, cette dissociation entre corps et esprit? Ça commence dès la première fois que j'ai un sexe dans ma bouche. Là, tout de suite. Et donc, c'est à l'âge de 13 ans. Ouais, c'est ça. Il me disait, fais comme ça, va plus vite, va plus profond. Excusez-moi, je rentre dans les détails. Non, mais c'est ce que t'as dit. Mais en fait, un robot, tu sais, quand tu parles à Siri fait ci, Siri fait ça. Putain, c'est fou. Je viens de faire la comparaison là d'un coup. En fait, c'est ça. Et puis, en fait, tu réfléchis pas. Et c'est fini. Et tu retournes voir les autres comme si de rien n'était. Tu te laves même... Mais moi, je me souviens qu'une fois, il m'a dit, te lave pas les dents, ça m'excite. Parce que tu vas faire la bise aux autres. Ah ouais, c'est quand même tendu. Hein. C'est particulier, ouais. Et à l'âge de 16 ans, là, c'est Raël qui va commanditer ton viol. En tout cas, lui, probablement le perçoit comme de l'éducation sexuelle. Il a évidemment en tête, comme il t'a repéré, qu'un jour tu seras sa femme, mais il va demander à un homme de faire ta première fois sans ton consentement. C'est un homme qui s'appelle Fabrice. C'est un faux prénom aussi. Et c'est quelqu'un en qui tu avais confiance. Donc en fait, tu vas nous raconter, mais tu arrives
dans cette chambre, dans cette pièce, pensant être en totale confiance avec cet homme, qui lui aussi est plus âgé d'ailleurs. Exactement. Alors j'avais 15 ans. 15 ans, pardon. Voilà. Et c'était mon guide de région. Donc la structure, donc il y a le guide, et c'était celui dans la région Rhône-Alpes qui nous guidait, qui nous disait on fait ci, on fait ça. Donc c'était mon guide de région que je connaissais depuis des années et des années. Donc il se passe un week-end dans la région où on est tous ensemble, et puis à la fin il me dit écoute Lydia, on finit dans ma chambre, mais comme ça m'était déjà arrivé avant avec d'autres, sauf que là on se retrouve que tous les deux et je comprends pas trop ce qui se passe. En fait je comprends pas ce qui se passe, je me laisse faire, et là pour le coup je n'étais pas là. Et je ne sais pas, à cette époque-là, que c'est le choix de Raël. Ça, tu l'as su après ? Je l'ai su après. Mais ce soir-là, je le savais pas du tout. Et je pense que même Raël, la manière dont il l'a amené à ce monsieur à faire ça, c'est même pas, vas-y, fais-le. C'est insidieux. Parce qu'une fois, on croise Raël et il me fait comprendre que c'est lui qui a choisi ma première fois, mais des années après. Mais ouais, ça s'est passé, j'ai pas compris ce qui se passait, je suis sortie, j'étais un peu... Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'était celui qui était mon modèle et mon guide dans ma région, c'était mon pote. Il était plus âgé, ouais. Je crois que... Il avait quel âge? Je pense qu'à l'époque, j'avais 15 ans, il devait avoir plus de 30 ans. Ah ouais? Ouais, plus de 30 ans. Et sur le coup, tu perçois que c'est une agression ou non, tu l'as pas compris du tout. Plus tard? Je l'ai compris plus tard. En fait, j'ai compris que je me suis fait agresser il y a 2 ans, 3 ans. À 40 ans, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis fait agresser dans la rue en bas de chez moi. Je vais voir la police et puis expertise psychiatrique. Et j'explique un peu ma vie. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Vous avez été sous emprise ». C'est quelque chose que j'avais jamais percuté, sauf que là, je pense que c'était le bon moment, j'ai percuté. Et ça a changé ma vie. Il y avait deux possibilités. Ou qu'est-ce que t'en fais? Tu tues, en fait, ou tu le transformes. Voilà. Et t'as choisi de transformer. J'ai choisi d'avoir des douleurs utiles. Merci de nous raconter tout ce que tu nous racontes, parce que c'est évidemment très, très douloureux et on le comprend. Enfin, c'est pas un exercice facile. Non, c'est pas facile. Je le comprends et c'est pour ça que je te remercie. Mais merci 2 secondes de me donner la parole, parce que cette parole est aujourd'hui importante, malgré malgré ce que ça peut jouer dans ma vie, mais c'est important parce qu'on est tous sous l'emprise. Que ce soit au travail, dans la famille, avec les amis, au sport. C'est juste, il faut être aligné et dire non. Ouais. Apprenez à vos enfants à dire non, s'il vous plaît. Ouais, c'est important. C'est la base. Si à la base on t'apprend à dire non, ça peut te changer. Je suis émue, excuse-moi. Ça peut te changer ta vie en fait. Et toi, on t'avait jamais appris? Non, on m'a pas appris. Pourtant, dans le mouvement raélien, on te dit ne te force pas, sois aligné avec toi. On te dit mais moi, déjà à la base c'était bancal avec ma mère, mais j'ai pas eu l'occasion de dire non. C'était pas possible. Tu vas quand même raconter à ta cousine ce qui se passe. Tu lui racontes parce que ça te paraît pas sain, ou tu lui racontes parce que c'est ta vie de tous les jours? Tu vas lui raconter ce stage en Suisse, tu vas lui raconter cette première agression. Enfin, c'est pas la première d'ailleurs, je sais pas, c'est pas vrai. Cette agression avec Fabrice, ce viol. Tu lui racontes pourquoi? Je lui raconte parce que je l'adore, ma cousine, et que c'est ma vie. Et que ça faisait longtemps que je l'ai pas vue, et que je dormais avec elle, soirée pyjama. Ouais, et que je crois que j'avais besoin de le partager. Parce que t'avais jamais raconté? Non. On sait que ça se passe, mais on le dit pas, tu sais, les secrets de Polichinelle. Mais là, je crois que j'avais besoin, et elle a été superbe parce que elle m'a écoutée, mais tu sais, j'ai jamais senti que c'était pas normal ce que je vivais. Elle m'a laissé cette porte ouverte de pouvoir m'exprimer sans me sentir jugée. Donc, elle m'a donné cette force de raconter, de parler comme on parle toutes les deux. Elle a été superbe pour ça. Et donc, je lui parle, et puis finalement, ce qui est tout à fait normal, elle en parle à ses parents, qui en parlent aussi à mes oncles, donc ils vont faire un signalement à la police. Et là, la police... Tout s'est emballé après. Après, tout s'est emballé, on est sur écoute, donc moi, je sais pas qu'on est sur écoute. Et je parle au téléphone avec mes copines raéliennes de ce qu'on fait avec différents raéliens, parce qu'en fait, on tourne toutes avec les mêmes personnes, le même socle.
J'ai les copains du collège qui m'appellent en me disant demain on se donne rendez-vous dans les toilettes parce que j'ai envie que tu voilà. Donc tout ça c'est au téléphone en fait. Mais moi je sais pas. Et puis un jour ça frappe à la porte. Et ils embarquent mes parents. Moi je pars de mon côté. Et là ton père te dit un truc intéressant. Avant de partir, il me dit ma fille, tu ne dis que la vérité. Tu ne racontes que la vérité, pas d'autre chose. C'est une forme de libération, ça, parce que ton père, je fais une toute petite parenthèse, mais parce que tu parles beaucoup de ta mère. En fait, c'est ta mère qui est rentrée dans la secte et ton père était... Il était en retrait, il est venu quelques fois, mais pour lui, c'était une lubie qu'elle est passée. Ouais. Et lui dire non à elle, c'était prendre les risques qu'elle se tape la tête contre les murs. Ouais. Donc c'était violent, donc lui, il s'est dit de loin, en fait. Et quand il te dit, là, tu racontes la vérité, tu crois que lui savait ce qu'il fallait que tu racontes ? Alors, je pense qu'il le... Pas forcément, mais comme j'étais habituée à mentir beaucoup, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ok. Ouais. Parce que, il le savait, mais il était dans un déni complet, je pense qu'il s'en rendait pas compte. Mais j'aime à croire qu'il s'en rendait pas compte. Tu vois. Donc, ils viennent à la maison et, on va dans un premier poste de police sur Saint-Étienne. À l'époque, j'habitais Saint-Étienne. Et tu sais, les tables sont accrochées au sol, tu vois. Les tables, les chaises, moi je connais pas. Et tu sais pas pourquoi t'es là en fait. Et je ne sais pas. En fait, c'est une scène de film. Mais ouais, et je ne sais pas que mes parents sont en garde à vue surtout. Ouais. Je sais pas. Donc là, il y a une avocate. Personne te raconte. Non. Là, t'es mineur. Hein. Là, j'ai 15 ans. Ouais, 15 ans et 3-4 mois. Et il y a une avocate qui arrive qui me dit, et je t'assure, je me souviens pas de ce qu'elle me dit. J'étais là, mais j'étais pas là. C'était tellement violent qu'en fait, là aussi, j'ai dissocié, tu vois. On monte à Lyon, donc dans la voiture, tu sais, il y avait en plus des policiers canadiens. Donc ça discute, il y a une dame. Je vois la dame, elle est un petit peu plus dure, tu vois. Donc je parle pas trop avec elle parce qu'elle est pas méchante, elle est pas gentille. Tu vois. Mais tu sais, ils savent faire la confidence, tu vois. Tu parles, mais oui, mais je lui dis mais comment vous savez ? Mais en fait, on était sur écoute, tu vois. Et on arrive à Lyon, et là, rapidement, je ne sais pas trop comment ça se passe, je me retrouve les jambes écartées devant un gynécologue. Donc là, il t'explique pas qu'un médecin va venir t'ausculter ? Alors, il est possible qu'il m'ait expliqué. Tu t'en souviens pas ? Mais je m'en souviens pas, parce qu'on me pose des questions sur ma sexualité, certes, mais j'ai pas conscience que... La scène que j'ai dans mon esprit, c'est qu'on discute, trou noir, ça se réveille, j'ai les jambes sur les étriers et une lumière sur mon sexe. La scène que j'ai dans ma tête. Et là, un monsieur qui me met un spéculum et j'ai mal et je crie. C'est la première fois que je crie en ayant mal. Et il me dit, mais c'est bon, c'est pas grave. Mais en fait, vous m'avez fait mal, monsieur. Il me dit, bah ouais, mais en fait, ça se voit que t'es plus vierge, mais il me reste un morceau, donc je saigne, un morceau d'hymen, tu vois. Donc je saigne, je sais pas comment ça se passe. Et là, je me rends compte qu'une fois de plus, je me rends pas compte sur le moment, mais après des années, je me rends compte qu'une fois de plus, je ne suis qu'un corps. Je suis dépossédée de qui je suis. Et cet acte-là m'a confortée dans l'idée que je ne suis qu'un morceau. On te prend, on te fait ce que tu veux, et on fait ta vie. Fini, ouais, quoi. Voilà. Et donc, je reste avec cette image-là, et après, après 3 jours d'audition. 3 jours, on te pose des questions, et ci, et ça, et ça va vite, il faut que ça aille vite, c'est violent. Tu dis, ça t'a conforté, c'est-à-dire que le fait que ça soit un médecin commandité aussi par la police, est-ce que, tu vois, il y a une forme de validation de l'État, qui te dit... Et Aurélien. Ouais, Aurélien, ouais. Donc forcément, si lui, il a ce comportement-là avec moi sans me connaître, c'est que c'est normal. Donc c'est pas normal que je le vive mal. C'est moi le problème. Donc il m'a confortée dans l'idée que je n'étais qu'un objet, finalement. Que mon corps, c'était ce qui me représentait seulement. Ce que j'avais dans la caboche. Est-ce qu'à l'époque, tu le conscientises comme ça ? Non. À l'époque, pas du tout. Je le conscientise pas comme ça. Je suis dans le déni. Complètement. Je le conscientise pas. Mais maintenant, avec le recul. Bien sûr. Avec les années après, je me rends compte que peut-être sans cette action-là, et j'incrimine personne, j'imagine, je suppose, il y a des choses que je n'aurais peut-être pas faites dans ma vie. Ouais. Et suite à cette garde à vue, tes parents et ta mère notamment vont dire « on quitte le mouvement ». C'est ça. Donc il y a une forme de parenthèse dans ta vie où toi tu n'es plus en contact avec le mouvement raélien
Et t'es persuadée que ta mère, en fait, est sortie de la secte. Mais c'est ça. Et en plus, quand se termine cette garde à vue, je suis placée en foyer. Pendant 3 mois. 3 c'est mois. violent. Ah, mais et puis, j'étais en plus dans un foyer à Saint-Étienne, dans un quartier où c'était un foyer d'urgence. Et moi, malgré la violence de ma vie, je me rendais pas compte, hein. J'arrive dans un monde de bisounours, moi. Et puis, j'arrive dans un endroit où les meufs s'insultent, ça se tape. Moi, j'étais un bourreau. C'était mes bourreaux, quoi. J'étais la petite fille, un peu éduquée. T'étais une victime. Ouais, complètement, pardon, ouais. J'étais la petite fille un peu éduquée qui sait parler, qui sait se tenir, et qui arrive dans un monde hyper violent. Et pendant 3 mois, et je retourne chez mes parents. Et là, c'est fini, le mouvement s'est terminé. Ok, je le vis au début, oh non, non, mais rapidement, je me rends compte que c'est cool, quoi. Mm-hmm. Et je suis persuadée qu'elle n'y va plus. Mais et là, ça dure combien de temps? 3 ans. Ah ouais. Ouais, 3 ans, ouais, peut-être 2 ans et demi avant que je me rende compte qu'elle y va encore, tu vois. Et mais je suis persuadée qu'elle y va plus. Somme toute, on a une vie à peu près normal, mais on ne se parle pas, on ne s'entend plus, c'est violent. Je suis une adolescente difficile, je ne travaille pas à l'école, Parce qu'elle t'en veut, en fait, mais de ce qui s'est ça. passé. Ouais. Et je suis pas rebelle. Je suis pas rebelle, mais je suis difficile parce que je mens, je travaille pas, je lui parle pas, c'est pas agréable, hein. Le rapport n'est déjà pas agréable. Mais est-ce qu'elle te reproche le fait d'avoir parlé à elle m'en veut, mais bien sûr, mais bien évidemment, je suis la source de tous ces problèmes. Elle ne mérite pas ça, je n'aurais jamais dû faire ça. Et je mens. Tout ce que je dis est faux. Ouais. Elle dit que tu mens. Elle dit que, d'ailleurs, quand il y a eu un procès, pour faire une petite parenthèse, le juge dit ce que j'ai dit ou d'autres choses. D'un coup, elle dit non, c'est pas vrai, elle ment. La salle d'audience était pleine. Celle qui m'a mis au monde. Elle te reconnaît pas en tant que victime, en fait. Mais non. Ouais. Elle me reconnaît en tant que la personne qui lui gâche sa vie depuis que je suis née. Et c'est pour ça que tu l'appelles plus maman, hein, du coup. Au bout de 2 ans et demi, tu comprends qu'elle a jamais quitté le mouvement, en fait. Mais complètement, un message sur le répondeur. Elle disait qu'elle partait travailler un peu sur Paris, je me souviens. Message sur le répondeur d'une Raélienne que je connaissais. Ah t'as oublié ton chargeur ou une connerie comme ça à la maison. Ah ouais, donc elle continuait à avoir des copines, en fait. Mais elle allait carrément au stage. Elle disait qu'elle partait. Moi, elle me disait que je pars en séminaire pour du travail. Et tu t'es pas doutée? Mais pas du tout. Pas une seule fois, je me suis doutée de quoi que ce soit. J'étais persuadée que... Puis c'était pas une menteuse, en fait, elle. C'était pas quelqu'un qui mentait, donc j'avais pas de raison. Et là, quand tu te rends compte qu'elle continue à aller dans la secte, en fait, comment tu le prends Je le prends, la première chose que je me dis, c'est si elle me le cache, c'est qu'ils m'en veulent. S'ils m'en veulent, c'est que j'ai pas fait les choses bien et qu'elle a honte. Okay. Première chose que je me dis. Deuxième chose que je me dis, mais pourquoi moi je peux pas y retourner? Elle me ment, elle me prive de ça, j'en veux, quoi. En fait, t'avais envie d'y aller, mais en fait, à nouveau. J'avais envie parce que c'était, tu sais, je savais ce qu'il fallait faire. Que j'ai tous les codes, j'avais à l'époque tous les codes. Tu vois, et puis c'est resté mes copines, hein, mes copains, les gens avec qui j'avais grandi, et puis dans la société, moi je trouve pas ma place. Alors pour le coup, je parle encore au présent. Je trouve pas ma place. Tu vois, c'était trop compliqué d'être à 15 ans jusqu'à 18 ans dans la vie dans laquelle j'avais. Donc c'était un peu ma soupape, les Raéliens. Ouais. Donc t'avais quand même envie d'y retourner, et le jour de tes 18 ans... Je reçois une lettre. De Raël. De Raël qui m'écrit. Bien sûr, Lydia, que tu es pardonnée et tu es la bienvenue, love Raël. Et là, Pampélope. Tu te rends compte, le prophète m'écrit, il prend le temps de m'écrire, il a trouvé mon adresse pour m'écrire, tu vois. Et là, je contacte rapidement. Donc, je suis majeure, hein, évidemment. Parce que sur le courrier, il me dit, quand tu es majeure, tu es libre de revenir dans le mouvement raélien. Et donc là, tu y retournes de ton plein gré. Mais bien sûr, je remonte à Paris pour un week-end raélien. Et puis, j'ai un guide qui maintenant ne fait plus partie du mouvement raélien, dit, voilà, Lydia est là, on lui envoie de l'amour. Et je suis acclamée, applaudie pendant des minutes et des minutes. Et je suis enlacée, je suis aimée et on m'aime. Et je retrouve ma famille. Je retrouve le poids en moins sur mes épaules. Et là, c'est reparti. Et là, c'est encore plus profond, plus poussé qu'avant. Pourquoi? Parce que là, rapidement, après ce week-end sur Paris, je rentre dans ma région, je redeviens active dans ma région, et un week-end en Suisse où Raël est là. Et je revois Raël. Et là, ça prend une tournure auquel j'espérais
mais je pensais pas y avoir droit. C'est-à-dire que là, il est là sur 3 jours et je fais tout pour qu'il me remarque. Je cherche son regard. Je cherche à ce qu'il me donne de l'attention et puis il me voit. Donc, rapidement, on vient me chercher pour me dire, Raël t'attend, va voir Raël. Et il me donne de l'intérêt et on discute et il me propose d'être plume rose, cordon doré. Il te propose de faire partie des femmes qui vont... De l'ordre des anges, exactement, tout à fait. Il me dit, et puis il me le propose pas, il me dit, tu sais, je verrais bien une petite plume rose autour de ton cou avec un cordon doré. Ok, je signe où? Et là, t'as 18 ans? Là, j'ai 18 ans. Et lui, il a quel âge, là? Je pense 55, 56 ans. Ah ouais? Ouais, parce que là j'ai 42 ans, il en a 78. J'ai 43 ans, ouais, c'est à peu près ça. Et attends, à ce moment-là, tu dis, ok, je signe, je veux bien passer mes nuits avec toi, mais est-ce que c'est un homme que tu désires? Mais pas du tout. Mais alors déjà, avant de rentrer concrètement dans l'ordre des anges, je fais une demande écrite. Je fais une demande donc c'est tordu, en fait. Mais bien sûr. Il te le propose, mais il faut quand même que tu fasses une lettre de motivation. Mais c'est vraiment ça. Je fais une demande écrite et je signe un contrat. Je fais une demande écrite avec ma lettre de motivation. Je sais écrire, je sais parler, donc je sais ce qu'il a envie d'entendre. Puis c'est lui qui m'a demandé finalement. Donc je savais que j'allais pas prendre de refus, tu vois. Et je lui écris une lettre de motivation. Je signe le fait qu'il faut que j'ai un moyen de contraception, qu'il faut que ce qui se passe dans l'intimité, j'ai interdiction de le dévoiler, qu'il faut pas que quand j'ai mes règles, il faut que je le dise, que je sois rasée intégralement. Tout ça, je signe un contrat, en fait. Ah ouais. Voilà. Mais c'est moi qui le demande. Tu le demandes, et dans ce contrat, il y a aussi prendre une contraception. Ouais, il faut que je prenne une contraception, on sait jamais, parce que Raël ne veut pas d'enfant. Il veut pas d'enfant. On est d'accord. Il faut que je crois que j'ai fait une prise de sang, mais je suis plus très sûre, mais il me semble qu'il faut que je fasse patte blanche. Surtout que ce qui se passe dans l'intimité, ça reste dans l'intimité. Une fois que la porte est fermée, je n'ai pas le droit d'en parler, même avec les autres anges, surtout avec les autres anges. Que je me dévoue à lui corps et âme chaque jour de ma vie, de l'année, des mois. Et il y a aussi une clause, c'est s'il a envie de toi, il faut que tu te donnes à lui sans en avoir envie. Ouais, en fait. Donc tu vas accepter en fait d'y aller sans avoir envie, quoi. Mais en fait, c'est au-delà d'avoir envie. C'est pas passer du temps dans l'intimité avec Raël, c'est pas pour moi. C'est pour lui. En faisant ça, c'est pas une question d'envie, c'est un devoir de faire du bien à cette personne pour qu'elle puisse donner du bien à sauver cette humanité. C'est fou l'emprise, hein. Moi, alors attention, c'est moi qui le perçois comme ça. Bien sûr, ouais. Mais je pense que je suis pas trop dans l'erreur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est ça. Donc après là, ça a été la porte ouverte, comme diraient certains, à l'enfer sur terre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que sur 3 jours, le premier jour, il me remarque. On passe un peu de temps ensemble et rapidement, il me propose d'aller dans son lit. Donc en fait, faut savoir que Raël a une suite avec 2 chambres, qu'il en a une avec sa compagne, qui la suit dans sa compagne, qui est avec lui tout le temps, l'officiel, et une 2e chambre pour les anges. Et là, on arrive dans cette chambre et je suis quand même impressionnée. Ça reste. Je suis plus qu'impressionnée. Il voit que c'est compliqué un peu pour moi. Et puis tu sais, Lydia Moore, tu vas sauver l'humanité, en me faisant du bien, tu fais quelque chose d'utile. Ah ouais, c'est ce qu'il te raconte. Rends-toi compte du privilège que tu as, de celle qui aimerait être à ta place. Ça commence comme ça. Et puis là, je suis là, hein. Mon corps, il est là, et puis pareil, fourchette dans le vagin. Donc là, c'est la première fois qu'il met une fourchette dans le vagin. Il me l'a fait 2 fois, la première nuit et la 2e nuit. Et la dernière nuit. La dernière nuit, ouais. Ouais, la dernière nuit, pardon. Il l'a fait 2 fois, ouais. Et là, j'ai même pas mal, parce que je suis pas là. Et puis en plus, c'est fait de manière douce. C'est fou ce que je dis, hein. Ouais, c'est fou. Mais donc, tu sens pas ce qu'il te fait ? Je sens que ça trifouille, je sens que c'est les quelques minutes après, quand je me suis reconnectée à mon corps, que j'ai senti tout. Je sais pas comment, c'est compliqué la dissociation, hein. Ouais. Je sens qu'il y a un truc en moi, je sens que ça fait mal. Je peux pas dire que ça fait pas mal, mais tu vois, si je te pince là, consciemment, tu vois que je te pince, ça te fera plus mal que quand je suis dissociée.
Mais ça fait mal quand même. C'est dur de poser des mots sur cette sensation. Et ça te paraît pas étrange qu'ils te mettent une fourchette dans le vagin? Non, ça, je suis fière. Parce que je lui prouve ma dévotion. Je lui prouve que je suis là pour lui, quoi qu'il fasse. Et il me fait suffisamment confiance pour me le faire à moi. Et je lui, par cet acte-là, déjà prouve les choses. Et puis, remercie de sa confiance. C'est un homme qui est particulièrement pervers, tu le racontes dans ton livre, qui a une sexualité très perverse, et c'est peut-être pour ça qu'il vous fait toutes signer des clauses de confidentialité. Mais bien sûr. Et ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a fait avec moi, il l'a pas fait avec d'autres. D'où la confidentialité. Il l'a fait aussi avec d'autres. Ouais. Alors moi, il m'a fait ça, mais je pense qu'avec d'autres, il a eu d'autres rituels, pas des rituels, mais d'autres actions. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a. Moi, je suis persuadée qu'il y a aucune autre alien qui va dire ah ben moi, il m'a fait ça. Ah, tu crois? Ouais. Il est intelligent. L'intelligence, tu sais, c'est la manipulation. Mais attends, Lydia, tu peux pas dire ça. Raël est non-violent. Raël prône la non-violence tout le temps. Raël prône l'amour de soi. Mais moi, en tant que plume rose, cordon doré, j'ai jamais vécu ça. Pourquoi tu vas mentir? Ils sont persuadés que je mens, que je suis folle. En fait, il prône la paix, la douceur, mais tu dis qu'il a une obsession pour le sang. Il est obsédé par le sang. Ah, mais moi l'expérience, ça l'excitait. Tu sais, il me voyait saigner, son regard. Mais sauf que le moment, je voyais pas ce regard-là. C'est après, ce regard un peu très machiavélique. C'est monstrueux, tu vois. Tu sais, des fois, je regarde des films et ce sont des acteurs qui ont... Je change de chaîne. Je me lève parce que c'est ça, ce truc. C'était encore plus dur. La nuit, ça me réveille, ce regard d'excitation, de choses malsaines, tu vois. Ça s'arrête pas, tu vois. C'est animal. Ouais, c'est animal, on peut dire ça comme ça. Et il a des obsessions, justement, en lien avec des animaux. Tu l'as évoqué, notamment des chiens. Est-ce que tu veux bien nous raconter... si tu veux bien. Oui. En fait, déjà, ça a commencé par... quand on était dans l'intimité, il me demandait de me masturber devant lui. Donc, on n'était que tous les deux. Et il me disait... Il a introduit la chose comme ça. Il me disait, pense qu'il y a des chiens qui te lèchent. Pense qu'il y a des chiens qui sont là, qui te caressent. Insidieusement, il m'a amené à ça. Mais je rappelle, parce que c'est dur à comprendre pour les gens qui... Et je le sais, je le comprends, qu'on me comprenne pas. Je ne sais pas dire non. Pour moi, cette personne est un être d'amour, de bienveillance. Donc, tu veux lui faire plaisir. Et je veux que lui faire plaisir. C'est la définition de l'emprise. Hein. C'est ça. Donc ça commence comme ça, jusqu'au jour où on se balade et qu'il y a deux chiens qui appartiennent à un chien qui appartient à d'autres aliens. Et sur le côté, on s'en va sur le côté. Et puis là, il me déshabille parce que voilà, je me dis, il a envie de faire l'amour, tu vois. C'est marrant. Je me suis pas dit, il a envie de faire l'amour. Je me suis dit, il a besoin de moi. Parce que pour moi, dans mon esprit, je correspondais à assouvir un besoin, pas faire l'amour. C'est différent. Ouais, voilà. Donc, je dis, bon, bah là, je vais, entre guillemets, je fais mon travail. C'est fou. Ouais, c'est fou de se dire ça. En fait, t'étais à sa merci. Ouais, c'est ça. Sauf que là, il me met un espèce de truc sur le sexe et les chiens... Le chien me lèche. Pardon. Et à ce moment-là, tu vis c'est l'horreur, en fait. Mais en fait, je suis complètement abasourdie, choquée, tétanisée. Je n'arrive plus à parler. Sur l'instant, je parle pas. Je ne bouge pas. Je ne dis même pas non. Je me laisse faire. Et puis, il me tient la main. Il a le chien et il me tient la main, il me regarde et il est dans un état de transe, ouais. Tu vois. Et après, il faut se rhabiller et il faut retourner voir les autres. Et faire comme s'il ne s'était rien passé. Et tu y arrives à ce moment-là? Je suis une pro pour faire ça. Je ne suis une professionnelle de l'adaptation. J'ai été conditionnée comme ça depuis toute ma vie. Je sais faire. Même quand ça va pas, ça va. Là, j'ai passé 2 jours qui ont été très compliqués pour un projet photo. Ah, Lydia, ça s'est bien passé? Non. Ah, bah, ça se voit pas.
Pourtant, parce que je savais que le plus important, c'est pas par rapport à Raël et ces jours-là, je savais que le plus important, c'était pas mon état d'âme. C'était pas ce que moi je pensais. Le plus important, c'est que Raël soit bien et que ça ne donne pas de mauvaise énergie au groupe. Tout ça, ça se passe dans un village, parce qu'on a sauté quelques petites étapes. Quand tu vas devenir une de ses favorites, une de ses esclaves, t'es à sa merci et il te fait emménager à côté de lui pour que tu sois finalement disponible tout le temps. C'est ça. Donc, il y a un moment, en fait, tu vas quitter la vie normale, si j'ose dire, et tu vas vivre dans un village en Suisse. Tu vis chez des gens pour être à sa disposition, c'est ça. Alors, tu vis où? Ça se passe comment? Alors, c'est un petit village. En plus, c'est vraiment un petit village typique avec des pierres. Le truc est magnifique. Donc, je quitte Lyon parce je vais déjà le voir plusieurs fois en Suisse. Et puis, un jour, il me dit, ce serait bien que tu viennes là. Donc, il discute avec d'autres Israéliens en disant, est-ce que vous pouvez prêter une chambre à Lydia? Ok. Donc, moi, j'arrive, je pose mes valises. Des gens très gentils. Au début, on négocie un loyer que je pense que j'ai dû payer une fois et encore. Et je suis à 30 secondes à pied de là où il vit. De chez lui. De chez lui. Avec sa femme. Avec sa femme. Dans la maison que d'autres Israéliens lui ont prêtée. Parce qu'il ne paye rien, en fait. En fait, il paye rien. Ouais. Et donc, le Israélien qui lui a prêté la maison a vécu chez d'autres Israéliens. Parce qu'en fait, c'est un village, somme toute normal, mais avec beaucoup d'Israéliens qui sont condensés dans le même village. Et parenthèse, mais les Suisses, on l'a laissé faire? Oui. D'accord. En fait, il y a eu un petit peu de Raël vient s'installer, mais après, tu sais, les gens nous prenaient pour des hippies. Ouais, c'est les Israéliens, quoi. Ils font rire. Le mec, il est trop fort, il est entouré de belles femmes. Tu vois, c'était pas pris au sérieux, plus que ça, tu vois. Et donc, on vit un peu dans cette rue tous ensemble. Et là j'ai un téléphone portable et mon téléphone sonne. Et quand il a besoin de moi, j'y vais. Donc, je me lève le matin, je me prépare. Alors, des fois, je sais ce que je dois faire dans la journée en avance parce qu'il faut faire son repas, son repassage, son ménage. Donc, j'ai vite compris comment on faisait le ménage, tout ça pour lui. Et puis, des fois, quand t'as fait tout ça, t'attends ton téléphone sonne. J'aurais pu aller me promener et tout, mais tu te rends compte, si je promène, que je suis loin, que Raël m'appelle et qu'il a besoin de moi, que je suis pas là, c'est pas bien. On m'a jamais interdit. Donc tu faisais jamais rien pour toi? Je faisais jamais rien. Mais tu sais, même à 43 ans aujourd'hui, je crois que c'est la première chose et la seule chose que j'ai fait pour moi. Le livre? Ouais. Bravo. En tout cas, on le recommande vivement parce qu'il est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Merci. Franchement, c'est ce que tu racontes et c'est ce que tu nous racontes aujourd'hui, mais un peu plus en détail. C'est très fort et c'est très fort d'oser aussi raconter tout ce que tu as vécu avec la transparence avec laquelle tu racontes. Pour que ça bouge, il faut. Oui, il faut que ça bouge. Pour que ça bouge, il faut être transparente. Et pour revenir à cette période, tu m'en veux pas comme ça, on vas-y, l'histoire, mais bien sûr. Tu mets pas forcément ce que tu veux, c'est-à-dire qu'il va aussi choisir les vêtements que tu dois porter, il va pas choisir. T'as trop grossi. Ouais, alors oui, voilà. Par contre, quand une fois, je me souviens, j'avais mis un petit haut avec des petits. Il aime bien les choses enfantines. J'avais mis un petit haut avec des petites strices. Il me dit, oh là là, on dirait un boudin là-dedans. T'es saucissonné, il va falloir maigrir. Mais avec le sourire. Ouais. Et puis il y a des fois, alors. Il allait pas me dire aujourd'hui tu mets tel vêtement, mais par exemple régulièrement tiens j'aimerais que tu mettes ce que t'as mis la dernière fois, ou quand j'arrive et qu'il me dit ce haut est magnifique, sous-entendu remets-le, fais-moi plaisir, c'est tout insidieux, tu vois, mais tout est suggéré en fait, ouais, tout jamais est violent. Bien sûr, on est d'accord, et puis il est suggéré que tu perds du poids, il est suggéré que tu te coiffes comme ça, il est suggéré que tu manges ça. Et là, tu bosses pas? Comment tu fais pour vivre, en fait? J'ai des gentils Raéliens qui veulent faire plaisir à Raël. Donc, c'est tellement anecdotique que j'en ai pas parlé dans le livre. Je crois que j'ai fait un essai dans un restaurant qui a duré 2-3 jours, mais j'avais fait même un planning pour elle, mais ça n'a pas duré. Je suis pas. Après, on m'a dit, écoute, c'est bon, tu manges pas beaucoup, tu fais plaisir au prophète. Nous, on a de la place. Donc, t'es entretenue par une famille de Raéliens. Ouais, par tous les Raéliens, en fait. Ouais. Tous ceux qui sont là, on va au restaurant avec Raël. Donc, Raël, sa compagne officielle et moi, j'ai jamais payé le restaurant, par exemple. Si, par exemple, dans une conversation avec sa compagne, on dit, tiens, on a vu ses baskets, elles sont jolies. Ou ses chaussures. Le lendemain, on avait un sac avec les baskets. Avec ta bonne taille, quoi. Enfin, t'avais elle savait. Baskets à ta taille. Elle savait comment, on m'a demandé peut-être une fois ma taille. Et ça a fait le tour. Lydia, elle met du 39, elle s'habille comme ça.
C'est dingue. C'est... Tu décris un mec qui est extrêmement maniaque, notamment quand tu dois faire le ménage chez lui. Oui. Évidemment, il est dans l'hyper-contrôle, on l'imagine, hein, pour avoir fondé une secte comme celle-ci. Est-ce que parfois, tu l'as vu être naturel? Est-ce que tu l'as vu défaillir, ou il est toujours dans le contrôle, l'hyper-contrôle? Alors, il est toujours dans le contrôle, et il a jamais défailli, si ce n'est qu'il se relâchait parfois sur l'oreiller. Une fois qu'on avait fini l'acte, j'ai eu droit à des confidences, mais sur la retenue quand même. Tu vois, je pense que c'était une ou deux fois, il m'a demandé mon avis, par exemple, mais jamais il a eu un moment où il a défailli devant moi. Par contre, il y a eu des moments où je l'ai vu ricaner. C'était ma question. Est-ce que tu crois qu'il sait qu'il ment, ou est-ce qu'il croit à ses mensonges? Il sait qu'il ment, mais c'est lui, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il ricane? Mais ouais, en fait, il sait qu'il ment, mais des fois, je pense qu'il croit à ses mensonges, mais qu'il y a des moments où il sait qu'il ment. Tu vois, ou des fois, je me souviens, on était à table et puis on disait des trucs farfelus. Les Elohim, il nous disait, les Elohim vous écoutent. Qu'est-ce que vous... Moi, je me mets à pleurer. Les Elohim m'écoutent. Tu vois. Et le mec fait... Mais sur le moment, je m'en rends pas compte. Et après, donc je pense qu'il y a des moments où il est un peu dans la réalité. Quand même. Même souvent. Ouais, je pense. Ouais. Il dit lui-même qu'il est, parce que tout ce que tu racontes est fou quand tu dis les Elohim nous écoutent. Enfin, il dit qu'il est un prophète. Il dit qu'il a été créé de la même manière que Jésus. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait, Dieu a eu un rapport par les esprits, je sais pas trop comment, je me souviens plus trop, avec sa maman, une terrienne. Donc, de la même manière que Jésus, que Marie. Et toi, tu l'appelais quoi, mon Alors, prophète? Je l'appelais, mon prophète bien-aimé. D'accord. Quand on était que tous les deux, je l'appelais Raël. D'accord. Ouais, voilà. Et sinon, Maitreya. Maitreya, c'est un nom en Asie où... Non, je crois que c'est comme... encore plus que le prophète. Tu sais, c'est vraiment un nom très... Genre un demi-dieu. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais ouais, beaucoup mon prophète bien-aimé. On arrive bientôt à ce jour de tes 25 ans où il y a ce point de bascule, où tu vas t'enfuir. Comment t'as fait pour t'enfuir? Et est-ce qu'au moment où tu t'enfuis, tu te rends compte que t'es sous emprise? Non, t'as vraiment juste un instinct de vie, en fait. J'ai un instinct de vie, j'ai un instinct de survie. Comment j'ai fait? J'avais très peu de contacts dans mon téléphone hors réelien, sauf un, qui était un pote que j'avais rencontré et avec qui on avait gardé contact, et je l'appelle et je lui dis qui est au courant, mais plus ou moins, tu vois. Et je lui dis, s'il te plaît, viens me chercher. Il me dit, ok, j'arrive. J'ai passé 4 heures à me cacher. Je voulais pas croiser les Raéliens parce que je savais que si je les croisais, j'y retournerais. Donc tu te caches dans une église? Ouais, je vais à l'église parce que je savais qu'il rentrerait pas dans l'église. Et je l'attends. Et c'est les 4 heures les plus longues de ma vie. Et je laisse mes affaires. Tu l'appelles, tu lui dis, viens me sauver. Ouais. Et il me dit, ok, j'arrive. 4 heures. Ouais. Et j'attends de Lyon à 4-5 heures, quoi. Je vais dans une église, je me cache, je marche, je veux pas les croiser. Je laisse mes affaires. T'as tout laissé? J'ai tout laissé. Si ce n'est mes papiers d'identité, une brosse, j'ai quasiment rien pris, quoi. Ouais. Comment on fait pour vivre après tout ce que tu racontes? On survit, on vit pas. On vit pas. Là, ça fait 17 ans que t'es sortie. Est-ce que tu te sens comme ça encore aujourd'hui? Oui, parce que malgré ce que je fais, malgré la médiatisation, malgré l'espèce de combat, déjà je ne suis pas que ce combat, premièrement, mais je ne trouve pas ma place. Je me sens pas, bon maintenant ça va mieux, mais légitime d'exister. Parce que j'ai pas de passion, j'ai rien qui m'anime plus que si ce n'est les gens. J'aime profondément les gens et en même temps je suis loin des gens parce que j'aime pas les gens. C'est toujours ambigu, c'est toujours... Moi j'ai des gens qui m'entourent mais je les remercie, j'en ai pas beaucoup mais je suis tout le temps besoin d'être rassurée constamment. Est-ce que ce que je fais c'est bien? Et là j'ai noué d'amitié avec quelqu'un que j'aime beaucoup et je lui dis, est-ce que ce que je pense, c'est normal? Est-ce que le fait de penser comme ça, c'est normal? En fait, t'arrives plus à savoir si c'est normal. Je sais pas qui je suis. De mieux, je vais y arriver. Parce qu'il y a de l'espoir, mais je sais pas ce que je pense, c'est ce qu'on m'a inculqué ou si c'est Lydia. Et Lydia, je la connais pas. Je la découvre, on me déconstruit. Est-ce que là, à 43 ans, t'arrives à commencer à te rencontrer? Ouais, je commence à me rendre compte que je suis gentille. Et je me rends compte que j'ai conscience plus qu'un peu la moyenne. C'est-à-dire que j'ai une conscience qui diffère dans le sens où
j'ai cette chance déjà de jamais être blasée. Tu vois, un moment, un coucher de soleil, pour moi, c'est ces petits bonheurs qui font les grands bonheurs. Mais j'ai un truc où je me sens différente dans le sens où j'ai comme une espèce de recul sur la vie. Je sais pas comment, comme si j'étais spectatrice et pas forcément. Pourtant, je suis actrice maintenant de ma vie. Mais j'ai quand même, en étant actrice, j'ai ce recul de, ok, t'es là, mais t'es pas. C'est hyper compliqué. Mais tu crois que c'est encore une séquelle, des séquelles de la dissociation, en fait. Mais bien sûr. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont aller de mieux en mieux, mais il y a des choses que je vais gérer toute ma vie. Jusqu'à la fin, non, dont ça. Cette dissociation, parce que maintenant, même quand l'émotion est jolie, c'est tellement fort que le mécanisme est de me dissocier. Parce que ça fait partie intégrante de mon cerveau. Donc, des fois, je suis loin. Tu vois, par exemple, on passe un super moment, il y a du monde et tout. C'est super, hein, je suis trop heureuse, hein. Et je suis pas là. Et c'est trop fort. C'est trop fort. Et il faut que je dise à mon cerveau, reviens. Tu vois. Mais j'y arrive pas tout le temps. Donc, des fois, j'oublie des trucs super. J'oublie des choses parce que je m'autorise pas à avoir des émotions qui sont trop fortes. Je ne me l'autorise pas. Parce que je crois que j'ai peur. Je crois que j'ai peur d'être heureuse, en fait. Parce que être heureuse, ça s'apprend et il faut l'accepter. Et quand le cerveau, il a pris des autoroutes, c'est compliqué de bifurquer. Mais il faut être conscient que peut-être on bifurque, on fait 3 pas en arrière, 2 pas en avant. Mais ça fait toujours peur d'aller dans un état qu'on connaît pas. Mais j'y arriverai. C'est évident. Ah, mais j'ai la niaque. Bah, bien sûr. T'as aussi 2 enfants qui doivent participer à ton bonheur, j'imagine. Est-ce qu'ils comprennent pourquoi aujourd'hui t'as envie de raconter tout ce que tu nous racontes? Non. C'est tabou à la maison. Alors ça va vachement mieux. Ça va mieux. On arrive à trouver un équilibre. Mais j'espère qu'un jour ils le comprendront. J'ai fait un choix qui, forcément, apporte des dommages collatéraux, c'est-à-dire mes enfants. Parce qu'à l'école, quand moi je passe sur les réseaux et que je dis des choses qui sont violentes, ils le vivent très mal. Ils ont quel âge? Alors mon fils va avoir 17 ans et ma fille va avoir 14 ans. Donc ils le vivent très mal, mais je ne peux m'empêcher de le dire parce que je ne peux m'empêcher de montrer à mes enfants qu'on peut se sortir de tout. Je ne peux m'empêcher, et mon devoir est de dire à mes enfants qu'on peut dire non. Et de s'affranchir du regard des gens. Et si moi j'y arrive, si j'arrive à leur inculquer ça, là j'ai gagné. J'espère. Je peux pas ne pas subir encore un traumatisme et ne rien faire. Ça voudrait dire que ma fille, mon fils peuvent subir des traumatismes et ne rien faire, et ce sera ma responsabilité. Et je ne veux pas avoir cette responsabilité-là. Je veux avoir la responsabilité de leur dire qu'ils sont libres. Même de moi, même de leur papa. Qu'ils sont libres de tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des peurs parce que du coup, tu prends la parole? C'est une secte, tu l'as décrite, qui prône l'amour, la paix. Enfin, néanmoins, est-ce que pour toi, c'est dangereux de venir nous parler aujourd'hui? Alors, oui. Jamais Raël ne dira faut lui faire du mal. Au contraire, Lydia, faut l'aimer. Alors oui, on la met en justice, mais il faut l'aimer. Parce que voilà. Mais je pense qu'il y a des Raéliens qui sont tellement fanatiques, qui sont tellement, ou Raël, ou les Elohim sont tout leur monde, que je pense que si je les croise dans la rue, je passerai vraiment un sale quart d'heure. Vraiment. Est-ce que tu vis dans la peur ou t'arrives à... J'ai pas peur. T'as pas peur? Mais absolument pas. J'ai pas peur. C'est fou, hein, je sais qu'il peut m'arriver ça, mais j'ai pas peur parce que je suis droite. Je suis là où je dois être, où je décide d'être. Je suis alignée, en fait. Le truc, c'est que je suis alignée sur mon instant de vie en ce moment. Et non, j'ai pas peur. Tu vois, là, il a porté plainte contre moi. Et quand j'ai été au procès au mois de juin, je les ai vus, les Raéliens. Pouh, c'était dur. J'étais sur le banc des accusés, solo, et ils étaient à côté. Et je les ai vus et j'ai senti leur regard de compassion. Et je me suis dit que j'aurais pu être à leur place. Qu'il y a quelques années, ça aurait pu être moi, être à leur place. Explique-nous pourquoi tu t'es retrouvée sur ce banc, pour qu'on comprenne. Alors, je me suis retrouvée là parce que j'ai comparé Raël à Hitler. Donc, pour injure publique, il a porté plainte contre moi. Ça, c'est le premier procès d'où j'ai été relaxée. Je l'ai appris il y a moins d'1 semaine. Et le deuxième procès qui se passe en janvier, il a porté plainte contre moi pour diffamation. Donc, dans le livre que j'écris, toutes les scènes qui sont considérées comme un viol sont pour lui diffamatoires. Donc, je recommence à passer devant la barre, sur le banc des accusés, seule,
contre les Raéliens. Donc contre Raël et les Raéliens qui vont témoigner contre moi. Ouais, c'est difficile. C'est incroyable. Enfin, t'as une force intérieure qui est quand même extraordinaire. Je me rends pas compte Extraordinaire. que je sois forte, mais je t'assure que c'est dur. Et ouais. Est-ce que t'es tentée d'y retourner? J'y retournerai plus jamais. C'est une certitude. La seule chose qui me reste, c'est que parfois quand je vais très mal, parce que j'ai l'air forte, hein, je suis forte quelque part, mais c'est pas tous les jours. Et être forte, ça veut dire avoir des moments où ça va pas. Bien sûr. Et ben quand ça va pas, je me demande s'il a raison. Je me dis que peut-être il est tellement protégé que peut-être c'est lui qui est dans la vérité. Et ce premier procès là où j'ai été relaxée, moi demain si je perds en diffamation, ça ne me fera rien parce que moi ça m'enlèvera pas ce que moi j'ai vécu. Mais ce premier procès, le fait que je l'ai été relaxée, ça me montre que ce n'est qu'un homme. Tu vois la nuance ? Et ça t'a fait du bien. J'ai pas encore réalisé. Même mon avocate m'a dit mais Madame Adjara, vous avez été relaxée, c'est extraordinaire. J'arrive pas j'attends les faits qui se coulent. J'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose de pas bien derrière. Bon, en tout cas, ton témoignage est extraordinaire. Merci infiniment. Dans Tous Wonder, on termine toujours avec un conseil. Au vu de tout ce qu'on s'est dit, de ton parcours, de ta force intérieure, de cette transparence, tu nous dis aussi, il faut éduquer les jeunes, il faut qu'ils apprennent à dire non. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, comme dernière petite intervention? Que quand c'est trop beau, c'est pas normal. Que la vie, elle est faite de haut et de bas, et quand on vous promet, ou quand on vous encense trop vite, n'y allez pas, premièrement. Et la deuxième chose qui est vraiment très importante, on a tous un truc à nous, où ça nous est arrivé, ça t'est arrivé, déjà, où tu sais pas pourquoi, mais t'as pas envie d'y être, quoi. Ouais, genre ton sixième sens. Ouais. On a tout en nous pour nous donner les clés de se barrer. Donc, dès que vous le sentez pas, barrez-vous. Et que la plus grande des forces, c'est la fuite. Il faut être fort pour fuir. Il faut être fort pour dire non. Donc mais si tu le dis non ou si tu fuis, c'est que t'es lâche. Non. Si tu fuis, c'est que t'es fort. Donc écoutez-vous, vous avez tout en vous. N'y allez pas quand c'est trop beau. Et dites non. Merci Lydia. Merci à Adjara. vous. Merci à toi. Une autoroute de bonheur devant toi, évidemment. Merci beaucoup pour tes conseils, ton témoignage, tout ce que tu nous as raconté. Et Tous Wonder, c'est tous les mardis. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.